Hop. Voilà les participants qui arrivent. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons patienter encore juste 1 ou 2 minutes afin que tout le monde puisse se connecter, puis nous pourrons commencer. Merci. Philippe, vous voyez bien là le PDF, c'est bon? Oui. Ouais, ok, ça marche, parfait. Bon, on va pouvoir démarrer alors. Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier l'usage des objets connectés dans la transition numérique et énergétique des bâtiments. Cet atelier est organisé dans le cadre de l'édition 2020 du Green IT Day. Alors, quelques rappels concernant le déroulement de cette visioconférence en termes de logistique. Il y aura 3 interventions. Il faut prévoir à peu près 15 minutes de présentation par intervenant. À la suite de chacune de ces interventions, les intervenants auront 5 minutes pour répondre à vos questions. Pour rappel, vos micros seront coupés. Merci d'écrire vos questions via le chat, via la conversation que vous avez à disposition. Voilà sur cette partie logistique. Concernant l'atelier et concernant les intervenants, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Watteau, qui est directrice du département numérique responsable au sein de la société Neutreo. Elle apportera des éléments de contexte dans cet atelier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ensuite, nous aurons Philippe Dousseau, qui est responsable d'activité Smart et IT au sein du cabinet de conseil LM Ingénierie. Il abordera d'une façon globale le fonctionnement des objets connectés. Oui, bonjour. Et pour terminer, nous aurons Yann Guillaumard, qui est le directeur de Sensing Labs, qui abordera plus spécifiquement les objets connectés et l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc voilà pour ces quelques mots d'introduction. Je laisse maintenant la main à Caroline qui va débuter cet atelier. Bonne conférence à tous et merci. Je vais partager mon écran. Merci Guillaume. Alors, non. Attends. Alors tout à l'heure, ça fonctionnait évidemment. En tout cas, on voit bien ton écran partagé, oui. Oui, j'arrive pas à mettre en... Ah, tu vois le diaporama ou pas? Alors là, il n'est pas, oui. il est pas partagé là. Attends. Il faut que je rouvre le zoom. Hop. Bah, écoute, j'arrive pas à le arrêter. Partager l'écran. Voilà. Ça fonctionne pour moi en tout cas. Super. Non, attends. Parce que du coup, je ne vois plus moi. Par contre, je ne vois plus mon écran. J'arrive pas à l'afficher. Sinon, peut-être, Guillaume, si tu peux mettre le... Je vais le partager. Ouais, c'est peut-être plus simple. Je pense qu'il vaut mieux que tu partages, Guillaume, et tu vas faire, tu vas cliquer. On voit ton écran, Caroline là. Bah oui, mais moi, je ne le vois pas. J'arrive pas à passer les slides. Ouais, moi, j'avais le même problème tout à l'heure. Non, mais pas de souci, je vais le partager. Juste, il faut que tu stoppes le partage et moi, je pourrai partager le PDF. J'arrive pas à arrêter.
j'ai plus la petite fenêtre qui s'affiche avec le... Ah, voilà, c'est bon. Moi, j'ai tous les boutons qui sont partis tout à l'heure quand j'ai fait ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, je partage plus mon écran là, je pense. Mais Guillaume n'est plus là. Peut-être que... Si, voilà, il arrive. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ouais, super. Voilà, pardon. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Je te laisse la main, Caroline. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, merci Guillaume de l'invitation et merci à toute l'équipe Digital 113 pour l'organisation de cette conférence. Du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est de parler des objets connectés et de leur positionnement dans la transition numérique et énergétique, et notamment dans le secteur du bâtiment. Ce matin avait lieu une conférence au ministère des Finances avec le ministère de l'Environnement et Barbara Pompili, ministre de l'Environnement, a formulé une citation que je trouve assez intéressante. C'est la transition numérique sera écologique et la transition écologique sera numérique. Du coup, le bâtiment, c'est un très bon cas d'école pour illustrer ces propos. Alors, on va passer à la slide suivante. Ouais, voilà, rapidement pour présenter ma structure. Donc, moi, je travaille au sein du bureau d'études APL. Donc, APL, c'est un bureau d'ingénierie spécialisé dans le secteur du data center depuis plus de 35 ans. On est une équipe d'à peu près 75 ingénieurs et on travaille à l'échelle France et internationale. Donc, on a organisé au sein de 4 business units, dont celle dont j'ai la direction, qui est la business unit numérique responsable, au sein de laquelle, en fait, on accompagne les acteurs du numérique dans l'évaluation des impacts environnementaux de leurs activités, de leurs services numériques et leurs infrastructures, et notamment tout ce qui va être associé aux objets connectés et applications associées. Au sein de ma business suite, donc on a piloté une opération à l'échelle régionale de la région Occitanie qui s'appelle Green Concept et qui avait pour objectif de éco-concevoir des services numériques pour une trentaine d'entreprises de la région Occitanie. Parmi ces entreprises, on avait beaucoup d'entreprises qui déployaient des projets associant objets connectés et qui a une dimension avec des externalités positives pour l'environnement. On pourra illustrer avec ces cas notamment. Et on participe au projet de recherche et développement Negaoctech qui a pour objectif de développer une méthode d'évaluation des impacts environnementaux et services numériques. L'équipe Negaoctech, on a aussi été missionné notamment par l'association Score LCA pour analyser et construire une base de données sur l'impact environnemental des objets connectés. Et on réalise conjointement avec l'ADEME le PCR, donc c'est un Product Category Rules, donc c'est une méthode pour évaluer les impacts environnementaux qui va s'appliquer dans le cadre de l'article 13 de la loi AGEC, à savoir qu'à horizon 2022, tous les fournisseurs d'accès Internet devront communiquer aux utilisateurs le volume de data consommé et l'impact carbone associé. Donc la méthode qu'on développe va au-delà de l'impact carbone parce qu'on va aussi s'intéresser à d'autres indicateurs environnementaux. On peut passer à la slide suivante. Alors, le secteur numérique est face à une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire qu'à la fois, on est confronté à une urgence climatique. En 2017, on émettait un peu plus de 50 milliards de tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre, qui était en forte augmentation depuis une vingtaine d'années. Et pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, à savoir maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés en 2100, il faudrait qu'on soit à une échelle de 40 milliards de tonnes équivalent CO2 émises annuellement à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est un sujet environnemental qui concerne le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur du numérique est aussi concerné par d'autres sujets, notamment tout ce qui va être lié aux métaux qui sont nécessaires à la fabrication de tous les composants électroniques, depuis les smartphones, les objets connectés, les serveurs, les équipements réseau. Et donc, on se retrouve aussi confronté à des enjeux de disponibilité des ressources et d'épuisement des ressources naturelles. Donc ça, c'est un deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est celui de la pénurie d'eau potable à l'échelle mondiale, qui menace 2/3 de la population mondiale. Alors, l'eau potable, quand on parle de numérique, ça peut paraître un petit peu à côté de la plaque. Néanmoins, il faut savoir que l'industrie électronique est fortement consommatrice d'eau.
dans ces procédés de fabrication des circuits imprimés. Et qu'en France, quand on consomme de l'électricité, on consomme de l'eau également. Donc, on a aussi des enjeux liés à l'eau. Alors, la question, c'est le secteur numérique et particulièrement le secteur des objets connectés. Est-ce que ça représente un problème ou une solution face aux crises environnementales auxquelles nous sommes confrontés? Je peux passer, voilà. Alors, rapidement, les objets connectés. Donc, j'ai pris quelques chiffres. 25 milliards d'objets connectés à horizon 2021. 6 objets connectés en moyenne par personne en 2025. Donc, c'est un marché qui est en train d'exploser. On a de plus en plus d'usages. Les objets connectés, ça peut aller d'un tag RFID à des voitures connectées. Donc, on a tout type d'applications, tout type de format aussi de technologies qui se développent. Ils sont principalement définis par plusieurs couches physiques, c'est-à-dire à la fois les objets, donc qui peuvent être des compteurs ou bien raccrochés à d'autres équipements ou des téléphones, smartphones ou autres. Ils sont eux-mêmes communicants via des passerelles pour se connecter soit sur les réseaux fixes ou mobiles. Et ces réseaux fixes ou mobiles transportent les données jusqu'à une partie centralisée où est hébergée l'application, ce qui est le data center ou le cloud. Sont nécessaires tout un ensemble d'applications pour justement ordonnancer la collecte des informations et leur restitution. Donc, on différencie, je pense que Philippe en parlera bien mieux que moi, on différencie plusieurs types d'objets connectés, des plus simples aux plus intelligents, qui peuvent être uniquement des simples capteurs qui vont remonter de l'information ou des objets qui peuvent eux-mêmes créer de la valeur et traiter de l'information, voire avoir des objets autonomes qui, équipés d'intelligence, peuvent anticiper des fonctionnements. Ils sont aussi définis par le protocole de communication qu'ils utilisent, à savoir courte, moyenne ou longue portée. Donc, on a fait, dans le cadre de notre projet de R&D Négaoctet, une étude bibliographique sur tout ce qui était lié aux analyses environnementales liées au secteur des objets connectés. Donc, on a étudié à peu près 300 publications concernant ce sujet. On voit que une répartition un peu de la classification des publications, donc il y a à peu près 30% qui concernaient des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure l'impact environnemental des objets connectés, 50% qui étaient liés à des analyses de cycle de vie plutôt à l'échelle d'un service numérique, donc l'objet, mais aussi tout le système dans lequel il s'intègre et les couches logicielles auxquelles il est associé, et aussi 20% qui sont associés à des nouvelles approches, c'est-à-dire comment la collecte d'informations peut faciliter les calculs environnementaux et aussi comment est-ce qu'ils peuvent avoir des incidences positives sur l'environnement. C'est un secteur où il y a encore beaucoup de données à construire, néanmoins, on peut quand même s'appuyer sur un certain nombre de publications. Je vais passer la slide suivante. Alors, en termes d'impact environnemental, les objets connectés, que ce soit dans le bâtiment ou dans n'importe quel autre usage, sont associés à une série d'impacts environnementaux qui concernent qui s'appliquent à l'ensemble des activités, à savoir des enjeux en termes d'épuisement de métaux précieux, de terres rares et de minerais, dont certains seront à épuisement sur des horizons d'ici 2 à 30 ans. Beaucoup de métaux différents, en fait, beaucoup d'alliages dans les objets connectés et les équipements informatiques associés. En termes d'utilisation, donc les objets ils vont eux-mêmes consommer un petit peu d'énergie. Les gateways ou les passerelles qui vont leur permettre de se connecter sur le réseau sont elles aussi fortement consommatrices d'énergie et fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les data centers qui hébergent les données, les applications consomment aussi de l'énergie. Et donc, on a des enjeux aussi en termes de fin de vie parce que les objets ont des durées de vie de plus en plus courtes. Et donc, ils sont amenés à des remplacements de plus en plus fréquents et finalement, ils deviennent rapidement des déchets sur des objets où finalement, les principes de l'éco-consommation et de la réparabilité n'ont pas encore été intégrés de manière massive. Donc, finalement, ils s'assimilent d'un point de vue environnemental, profil environnemental, à des objets jetables. Au même titre qu'un gobelet en plastique, tous les impacts sont sur la fabrication, très peu sur l'utilisation et très peu sur la fin de vie. Donc, finalement, on se retrouve avec des gros volumes de déchets et on est en train de disséminer beaucoup de déchets à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des territoires. On peut passer à la slide suivante. Donc, finalement, la question, elle est assez simple. C'est plus on digitalise les bâtiments, les territoires,
plus on augmente aussi le nombre de personnes connectées et le nombre d'adresses IP, finalement, on assiste à une explosion du volume de données, de terminaux, d'infrastructures réseau associées et d'infrastructures d'hébergement pour stocker les données. Donc, les questions, elles sont combien? Donc, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, d'eau, d'énergie, épuisement de ressources pour une application objet connecté? Qui dans la chaîne a des leviers pour pouvoir efficacement réduire les impacts et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour réduire les impacts environnementaux de ces nouveaux usages? Donc, face à ces questions, on a trois problématiques assez simples. Trois problématiques qui sont les impacts environnementaux sont multiples. Souvent, on s'intéresse à la consommation d'énergie et ça, c'est une erreur d'être uniquement sur un seul indicateur environnemental parce que on peut assister à ce qu'on appelle un transfert de pollution, c'est-à-dire qu'on va réduire d'un côté l'énergie, mais par contre, de l'autre, on va augmenter fortement un autre impact environnemental. Donc, c'est essentiel d'avoir une clé de lecture multicritère. Et d'autre part, il est aussi important d'avoir des clés de lecture qui intègrent toutes les étapes du cycle de vie des différents composants. Si on est uniquement sur la phase d'utilisation, finalement, on va louper toutes les consommations d'énergie grise qui sont nécessaires à la fabrication des objets et des équipements associés. Et donc après, par rapport aux différents acteurs, quels sont ceux qui ont les plus gros leviers pour mettre en place des actions efficaces et comment coordonner une démarche d'éco-conception à l'échelle globale. Merci, Guillaume. Alors, dans le numérique responsable, on a clairement 4 domaines d'action qui sont définis. Le premier, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact environnemental du système d'information d'une organisation, par exemple une entreprise qui a un parc informatique, des PC, des PC utilisateurs, des imprimantes, des écrans. Donc, on va mesurer l'impact et voir comment le réduire. Là, on est vraiment sur le sujet Green by IT, c'est-à-dire dans quelle mesure les outils numériques peuvent être une solution à la crise environnementale. Comment le numérique peut et dans quelle mesure le peut-il réduire les impacts environnementaux d'autres secteurs d'activité, tout en évitant le fameux transfert de pollution. L'éco-conception, c'est une approche qui est orientée vraiment produit ou service et qui vise à intégrer les enjeux environnementaux dès la phase de conception pour un même service délivré, avoir des impacts qui soient moindres. Et finalement, le Green by Use va concerner la sensibilisation des utilisateurs pour avoir un usage raisonné du numérique. On peut passer sur la slide suivante. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'impact environnemental des objets connectés et des applications associées? Donc, nous, la méthode qu'on utilise, c'est une méthode standardisée donc par les normes ISO 14040 et ISO 14044 qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Donc, en quoi consiste l'analyse de cycle de vie? Donc, c'est une évaluation multicritère, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte plusieurs impacts environnementaux tels que les consommations d'eau, les consommations d'énergie primaire, l'épuisement des ressources naturelles ou encore les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, j'en ai cité 4, on peut en citer une multitude d'autres. Donc, on va évaluer pour un produit ou un service donné, par exemple un objet, les impacts liés à chacune des étapes de son cycle de vie. Les impacts liés à sa fabrication, sa distribution, son installation aussi, son utilisation et sa fin de vie une fois que ça devient un déchet, est-ce qu'il est recyclable, recyclé ou pas. Donc, si on se situe à l'échelle d'un objet, c'est relativement simple. Par contre, les objets connectés, ils sont dans un système. Un système qui comprend, comme j'ai dit, l'objet, une passerelle, les réseaux de télécommunications et la partie centralisée au niveau du data center ou du cloud. Donc, l'idée, c'est vraiment d'associer et de comptabiliser les impacts sur toute la chaîne de transfert des données et de ramener ça à soit une année de fonctionnement pour tout ce qui va être de l'ordre du pilotage, soit par exemple un acte métier ou un produit donné, un service donné. Par exemple, monitorer les températures d'un bâtiment pendant une durée d'une année. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, dans quelle mesure le numérique peut être une solution aux crises environnementales? Donc, l'idée, c'est utiliser des outils numériques pour optimiser les procédés et réduire les impacts environnementaux d'autres secteurs d'activité beaucoup plus polluants que le numérique, tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les réseaux, le bâtiment ou les transports. Donc, ce qu'il est important dans le cadre de ces projets,
c'est de mettre en balance, faire ce qu'on appelle une balance environnementale, c'est-à-dire mettre en balance quels sont les impacts environnementaux de la solution considérée versus quels sont les impacts évités. Par exemple, sur du monitoring énergétique dans le bâtiment, la solution nous permet de réduire de 5% les consommations d'énergie annuelles du bâtiment. Par contre, si on approche cycle de vie, toute l'instrumentation du bâtiment, le réseau et le data center associé représentent 10% des consommations d'énergie du bâtiment, la balance est négative. Par contre, si la solution numérique représente 1% des consommations du bâtiment, dans ce cas-là, la balance est positive. Donc, c'est ce qu'on appelle faire la balance environnementale. Pour un service numérique donné, on va mesurer quels sont les impacts générés. Donc là, c'est la ligne jaune pour plusieurs indicateurs versus quels sont les impacts évités. Et surtout, s'assurer que la démarche est cohérente sur plusieurs indicateurs et qu'on n'a pas justement de transfert de pollution. Les transferts de pollution auxquels on peut assister, ça peut être de dire, par exemple, on va faire des économies d'énergie, mais par contre, on va avoir beaucoup d'équipements nécessaires pour faire ces économies d'énergie. Dans ce cas-là, en fait, on va assister à une augmentation de l'impact sur l'épuisement des ressources. Et il faut toujours être vigilant sur la finalité et l'intérêt de recourir aux solutions numériques et de s'assurer que le projet dans sa globalité comporte des co-bénéfices pour l'environnement, ce qu'on appelle des co-bénéfices pour l'environnement. Et par contre, un point qui est intéressant, c'est que dans le cadre de toute application objet connecté, quand on commence à mesurer son impact environnemental, admettons que la balance soit négative sur certains critères, il est très facile, par des actions d'éco-conception, de justement la rendre positive et qu'elle soit pertinente sur l'ensemble des critères. On peut passer la slide suivante. Caroline, en termes de timing, il resterait 2-3 minutes là, pour voilà, les dernières slides et la conclusion. Merci. Parfait. Parfait. Donc, un exemple d'application objet connecté. Donc, ça, c'est lié à une cartographie qu'on avait faite il y a quelques années avec Digital 113 et le pôle d'Herbie. Donc, on avait vu qu'il y avait pas mal d'applications locales sur l'agriculture, l'industrie, le bâtiment et les déplacements. Donc, on peut passer à la slide suivante. Comment est-ce qu'on évalue les impacts environnementaux? Évidemment, quand on n'a pas les informations, il faut aller les récupérer. Donc ça, c'est ce qu'on réalise dans le cadre de notre projet de recherche et développement des gigaoctets, où du coup, on récupère tout un tas de tablettes, PC, serveurs, switch, équipements, réseaux, etc. Et donc, on démonte les équipements et on refait l'inventaire des composants pour pouvoir reconstituer quel est l'impact environnemental de leur fabrication. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, ce projet de R&D devrait finir courant 2021. Si ça vous intéresse d'y participer, justement, d'évaluer les impacts environnementaux de vos applications bioconnectées, il est toujours possible de participer. Hop, on passe à la slide suivante. Alors, en conclusion, les applications objets connectés et les objets connectés et applications associées peuvent représenter effectivement un levier pour atteindre les objectifs de la transition environnementale. Par contre, il est très important de mesurer les impacts générés versus les impacts évités pour s'assurer que la démarche est vraiment efficace. Et il est aussi important d'avoir une lecture qui intègre tout le cycle de vie des équipements et qui intègre plusieurs critères environnementaux. Et finalement, on se rend compte qu'avec des actions d'éco-conception, et c'est le retour d'expérience de l'opération Green Concept, on peut réduire jusqu'à en moyenne 60% les impacts environnementaux des applications. Ça signifie qu'on peut diviser par 3 les impacts environnementaux d'une solution pour un même résultat à délivrer. Et je pense qu'on arrive au bout. Super, bien, merci beaucoup pour cette présentation. N'oubliez pas de poser des questions au fur et à mesure hein, via le chat, via les commentaires. On pourra comme ça les relayer au fur et à mesure. Bon, là, je vois une question. Sur la balance environnementale, il y a 4 unités, CO2, eau, énergie fossile, donc en kilo SB équivalent. Existe-t-il une unité environnementale permettant de les additionner pour avoir une unité unique permettant plus facilement les comparaisons? Alors, il y a des modèles qui proposent des indicateurs uniques. Par contre, en fait, il faut différencier les indicateurs qu'on appelle midpoint, endpoint ou consolidés. C'est-à-dire que dans un cas, en fait, on va avoir des indicateurs de flux, par exemple, émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est du kilo équivalent CO2. C'est calculé, néanmoins, ça reste une unité tangible et plutôt consensuelle.
Et après, on pourra avoir des indicateurs qui vont être sur les effets. Par exemple, le réchauffement climatique aura pour effet la disparition de certaines espèces, la montée des eaux, l'impact sur des cultures, etc. Donc là, on est sur des impacts qui sont plutôt sur des conséquences. Et les indicateurs uniques, il en existe, par contre, ils ne sont pas très consensuels parce que c'est difficile d'arbitrer entre comment est-ce qu'on pondère, qu'est-ce qui est prioritaire entre de la consommation d'eau versus de l'épuisement des ressources naturelles. Donc, il existe quelques indicateurs, néanmoins, ils ne sont pas trop utilisés car peu consensuels. Merci pour cette réponse et pour cette présentation. Moi, je ne vois pas d'autres questions, donc on va passer au deuxième intervenant, Philippe. Oui. Je vais donc partager mon écran et... Tac, tac, tac. Et merci Guillaume pour la présentation du coup au pied levé. Tac. Voilà, normalement, est-ce que Ok. vous voyez tous? Je vois la présentation, ouais. Parfait. Je te laisse la main alors. Tu n'es Merci. pas en plein écran, mais vas-y. Tu passes en plein écran ou c'est bon? C'est là? Oui, oui, mais oui, tu peux démarrer. Hop. Je ne le vois pas. Si, elle est arrivée. Ok. Donc, LM Engineering, je ne sais pas si c'était la dernière version, mais là, voilà, c'est bon. Vas-y, donc passe sur ça. Ouais. Donc, LM Engineering, simplement rapidement pour vous présenter, on a un cabinet, un bureau d'études et cabinet conseil qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la MO et de la MOE, existant depuis une vingtaine d'années sur la région de Montpellier, et on intervient sur des clients qui sont sur tout le territoire français et les DOM-TOM. On adresse un grand spectre de domaines, comme on peut le voir sur le slide, donc les infrastructures de transport, les solutions de communication, les solutions de sûreté et de sécurité, et un domaine un peu plus particulier qui est la cartographie et le SIG, donc qui nous permet d'être beaucoup plus pertinent dans nos études de couverture radio, puisqu'on fait des études radio, et entre autres d'adresser le domaine et les infrastructures des objets connectés. Vas-y, tu peux passer pour rester dans les 15 minutes. Donc, on va traiter aujourd'hui 3 sujets qui sont l'introduction aux objets connectés, donc la présentation des différents objets que l'on peut trouver sur le marché existant aujourd'hui, les études de couverture radio, donc la pertinence de faire une étude de radio, la qualité, la couverture et un retour d'expérience qu'on a mené sur un projet qu'on identifiera et qui est sur la présentation, et on finira sur une labellisation. Quels sont les apports de cette labellisation qui est R2S et quelles sont les déclinaisons qu'on va trouver dans la partie servicielle et dans la partie contexte bâtimentaire et gestion de l'énergie. Tu peux passer. Donc, l'introduction aux objets connectés. Quand on veut créer une infrastructure IoT, donc une infrastructure d'objets connectés, ou qu'on se lance dans une réflexion sur un réseau d'objets connectés, il est important de définir différentes priorités et les différents services que l'on veut adresser. Et ceci s'applique dans le cas du bâtiment vis-à-vis d'IoT. Donc l'IoT s'inscrit largement dans une feuille de route digitale, on vient de le voir, avec des priorités qui sont fixées dans le domaine des traitements de la donnée. Ça va nous permettre de réduire les coûts en termes de maintenance sur des équipements actifs. Ça va nous permettre de gérer et de planifier des exploitations plus finement. Ça va nous permettre d'optimiser des délais en termes de coûts de logistique, et ça va nous permettre aussi de développer des nouveaux services. Ça peut être des services de proximité, ça peut être des services à la personne, ça peut être des services de localisation ou d'information remontante. Et ça, au travers de l'infrastructure, mais à destination de différentes populations, des utilisateurs dans un premier temps, des exploitants du bâtiment, si on est dans un bâtiment, du bailleur social si c'est ou de la société qui est propriétaire du bâtiment, si c'est dans ce cas de figure. Ça passe inévitablement par une liste d'outils, on va dire, ou de points ou de conseils, d'attente, d'usage, d'infrastructures de transport. Donc, ça passe par toutes ces définitions de cette chaîne de communication qu'il va falloir construire. Et pour pouvoir les identifier, il faut lister différents domaines dans lesquels nous, en tant que cabinet conseil, on a matière à répondre. Vas-y, passe. Donc, quelles sont les attentes qu'on va découvrir quand on avance sur une infrastructure d'objets connectés? J'en ai mis quelques-uns en exergue sur cette présentation.
La première, c'est l'accompagnement. Il va de soi, l'accompagnement dans la spécification des besoins, des contraintes et des services, de ce qu'on va attendre de cette infrastructure d'objets connectés. La deuxième, c'est la valorisation de cette infrastructure à travers des études radio, le dimensionnement, l'infrastructure de transport. Ça peut être aussi une définition d'une convention dans le cadre de plusieurs bâtiments, une convention de service, réseau d'objets connectés qui va permettre d'adhérer ou d'offrir un service et d'obtenir l'adhésion des utilisateurs. Ça passe par un éclaircissage sur les modalités de financement de cette infrastructure, sur le mode d'exploitation, sur ses coûts d'exploitation, sur sa continuité de service, puisque quand on fait une infrastructure, l'idée c'est quand même qu'elle perdure dans le temps. Bon, évidemment, c'est l'aide à la rédaction de la consultation dans le cadre d'un marché public, si on est sur du marché public, mais ça peut être aussi sur des entités privées. Et puis, c'est le dernier domaine dans lequel on rencontre régulièrement des demandes et des attentes de par la population, c'est les assistances à la maîtrise. Donc, le suivi de ce déploiement jusqu'à la recette, il va de soi. Ce sont les grands axes de questionnement et d'attente que l'on récolte, nous, quand on rencontre des clients, auxquels nous devons répondre et qui permettent de définir en suivant les usages et le transport. Donc, si on peut basculer sur les usages, vas-y. Slide d'après. Voilà, donc les différents usages qu'on va trouver au sein d'un bâtiment, ou je vais dire les différents capteurs qu'on va être capable de trouver au sein d'une infrastructure objet connecté. Donc là, je vous ai listé un grand nombre de capteurs qui va de l'environnement Smart City, industrie ou agricole, jusqu'au Smart Building. Si on regarde et si on essaye de faire un focus sur le contexte bâtimentaire, quels sont les axes de réflexion qu'on va rencontrer? Ce sont la notion de statistique en termes d'usage ou de consommation. Là, on va toucher à la température, on va toucher à la gestion de l'énergie, à la gestion de l'humidité, à la puissance électrique. Donc ça, on voit bien que ce sont des statistiques et des consommations. On va avoir des statistiques sur la mesure de l'énergie. Ça va nous permettre de connaître la consommation, l'avant-après, de pouvoir valoriser ce projet. Donc là, on est sur des kilowatts, on est sur de la consommation CO2, donc du gaz carbonique, des choses, tout ce qui est émis, et ça va nous permettre de sortir un historique de ces consommations en termes d'utilisation et d'efficacité dans le temps. Ça peut être des niveaux sonores, ça peut être la gestion de la présence, ça peut être au niveau du présentiel, au niveau du service à la personne, ça va être des montres ou des capteurs connectés, où on va avoir du contrôle commande aussi, ça peut être de la vidéosurveillance, donc c'est tous ces objets qu'on va découvrir. Donc il faut identifier quels sont les objets ou quels sont les trackers qu'on a besoin, les capteurs qu'on va avoir besoin pour répondre à la problématique du besoin et du contexte dans lequel on vient se positionner. Derrière ces objets, il faut identifier le moyen qui va permettre de transporter cette information, puisqu'on a vu qu'on a des attentes qui sont légitimes, on a des usages ou des objets qu'il va falloir mettre en place au sein d'un bâtiment, au sein d'un campus, et après, toutes ces informations, il faut les remonter. Donc, il faut définir quel est le réseau de transport qu'on va vouloir utiliser ou quel est le réseau de transport qui est disponible pour pouvoir répondre à notre problématique. Tu passes sur le slide suivant. Donc, les technologies qui permettent de véhiculer les données, bon, il va de soi que la plus connue ou celle qui est la plus adressée par l'IoT, ça va être le LP WAN, donc le réseau basse densité ou bas débit avec une faible consommation. Donc cela, ce sera la solution idéale, évidemment, mais ce n'est pas forcément la seule. C'est pas uniquement cette technologie-là qui nous permet de transporter des informations. Il y a des alternatives possibles ou des solutions complémentaires pour pouvoir couvrir un ensemble d'un territoire. Dans un bâtiment, ça peut être aussi d'autres technologies. Bon, il y a les réseaux radio qui vont être à débit plus important. Ça va être le Wi-Fi. Ça peut être les infrastructures filaires avec des réseaux LAN ou des réseaux optiques qui, eux aussi, vont être capables de nous offrir d'autres services et d'autres granularités. Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Ça nous permet de regarder au travers du périmètre qu'on va couvrir, d'assurer un niveau de couverture qui sera beaucoup plus fin à travers ces différents réseaux. Ça va nous permettre de définir des points. Donc ces points de différenciation qui vont nous permettre de définir cette technologie et le réseau sur lequel on va transporter, je les ai identifiés, c'est est-ce qu'on travaille sur de la courte ou de la longue portée? Donc si on est sur des courtes portées, on va pouvoir utiliser des infrastructures locales. Si on est sur de la longue portée, le réseau
Sigfox, LoRaWAN ou NB1 IoT qui sont portés par des opérateurs vont vous permettre de répondre. Est-ce qu'on est en monodirectionnel, donc est-ce qu'on va faire que de la remontée d'informations ou est-ce qu'on fait du contrôle-commande avec du bidirectionnel? Quels sont les usages qu'on veut faire? On contrôle de la consommation ou on contrôle des flux? Quelle est la taille des messages qui vont être transportés? La rapidité de ces informations, la qualité du service? Un critère qui est très important, c'est l'autonomie de ce capteur. Est-ce qu'on a besoin d'une grosse autonomie sur ce capteur ou est-ce qu'on a simplement quelques données qui remontent une fois par mois? Donc, on a une autonomie qui peut être beaucoup plus longue. Bon, la contrainte budgétaire, ça c'est le dernier contrainte qui de toute façon sera dans tous les cas. C'est en fonction de tous ces points différenciateurs qu'on va être à même de définir quel est le ou les médias qui vont permettre de véhiculer les données qu'on veut faire. Et à travers toutes ces données, ça va nous permettre de définir les besoins, les usages et les attentes. On a vu les attentes, on a vu les besoins, on a vu l'infrastructure de transport. Il nous reste une infrastructure où il nous reste un point à valider, c'est l'étude de couverture. Comment on fait une étude de couverture et à quoi sert une étude de couverture? Donc, une étude de couverture, typiquement, il y a deux types d'études de couverture. Il y a l'étude passive et l'étude active. Avant tout, une étude de couverture, ça sert à faire une étude de faisabilité. Qu'elle soit passive ou active, ça permet de connecter les objets et de connecter des zones et connecter des territoires, de valider des capteurs, mais de valider aussi les applications qui vont être transportées sur ces capteurs. C'est un texte qui englobe l'indoor, puisqu'on est dans un bâtiment, mais ça va être aussi par adéquation, ça va permettre aussi de faire de l'outdoor et d'affiner cette couverture et d'affiner la modélisation de la propagation qu'on va avoir. Donc, il y a deux types de couverture, donc passive et active. La passive, c'est simplement un audit qui nous permet d'identifier la collecte, les points à capter, les réseaux de transport, les points hauts. Donc, on va identifier toutes ces informations à travers des validations sur de la simulation sur des plans, en utilisant un logiciel. Donc, nous, on utilise le HTZ communication, je veux dire, qui est un outil de modélisation qui intègre déjà une base de données relativement riche et qui nous offre une précision de l'ordre de 5 mètres. Ça nous permet de faire des cartographies d'implantation pour les capteurs et les gateways, mais ça permet aussi de valider des implantations de capteurs ou de gateways qui auraient été déjà déployés dans le cadre d'un projet existant. Il va de soi que cette étude passive doit être enrichie et c'est une obligation. Donc, la possibilité de l'enrichir, c'est de lui amener des informations supplémentaires, ce qu'on appelle des informations de sursol. Donc, les informations de sursol, ce sont des bases de données qu'on va récupérer ou que le client a ou que nous, on va récupérer sur des sites officiels qui permettent d'intégrer le modèle numérique de terrain, le MNT, ou le modèle numérique de surface, le MNS. Donc, le modèle numérique de terrain, on n'a que la surface terrain, on a le sol. Et le modèle numérique de surface, on a en plus du sol les élévations. Et dans le cas d'un bâtiment, c'est utile d'avoir les élévations. Ces bases de données permettent d'améliorer la granularité. Donc, on va passer des 5 mètres qu'offre la solution à du 0,5 mètres, donc à une très forte proximité pour pouvoir capter ces informations et avoir ces informations et les résultats beaucoup plus fins. Quels sont ces résultats qu'on obtient? C'est l'identification de la zone sur laquelle on veut couvrir, c'est le recensement des réseaux périphériques, donc les réseaux radio et les réseaux filaires qu'il y a autour, c'est l'identification et la collecte des zones à couvrir en termes de indoor et outdoor, et c'est surtout la capacité à avoir une image du territoire dans lequel on veut couvrir avec l'environnement qu'on va trouver à ce moment-là. Ça, c'est l'étude passive. Après, il faut la complémenter avec une étude active. Donc, l'étude active, ça nécessite quand même quelques prérequis. D'abord, un testeur, c'est celui qui est sur la photo. Bon, là, on a mis un testeur LoRaWAN, mais ça peut être un testeur d'une autre technologie si on utilise un autre réseau. Ce testeur permet de valider, enfin d'émettre, de recevoir et de visualiser instantanément toutes les trames radio qu'il y a dans le périmètre. Bon, pour cela, il faut aussi l'associer à une gateway. Donc il faut disposer d'une gateway qui va permettre d'émettre et de collecter ces informations, que ça soit de l'uplink ou du downlink, donc du montant ou du descendant. Ça va permettre de valider instantanément ces résultats et ça va nous permettre de cartographier sur le terrain les informations
de propagation du signal. Donc les pires, les SF, donc tout ce qui est erreur de paquet, tout ce qui est propagation, donc facteur de propagation, tout ce qui est qualité du signal et tout ce qui est rapport signal sur bruit. Donc on retrouve systématiquement les mêmes paramètres qu'on a dans toutes les infrastructures radio. On va valider tous ces paramètres qui vont nous permettre de garantir que l'acheminement des informations sera bien conforme depuis le capteur jusqu'à la gateway, donc jusqu'à la plateforme, l'hyperviseur qui va permettre de distribuer l'information, et cela sur tout le cheminement du transport. Passe à l'autre slide. Je vous ai mis sur un slide un retour d'expérience qu'on est en train de mener. C'est une mission qui nous a été confiée sur une étude et un audit de terrain. Donc c'est sur une métropole, c'est la métropole de Montpellier, pour comparer un réseau existant, donc qui est en place aujourd'hui, qui est déployé, qui est en node d'or. C'est 70 000 compteurs et capteurs d'eau. J'ai perdu la page. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est 70 000 compteurs et capteurs d'eau qui sont déployés sur la métropole et sur lesquels il y avait une réelle étude à faire en termes de probabilité que le système marche bien et que les seuils de propagation soient bons. Ce qu'on a constaté quand on a mené ce REX, c'est une disparité entre le réel déployé et le réel nécessaire pour couvrir ces zones. Le projet a été mené en 4 phases. D'abord, on a fait une étude de couverture. Donc, on a d'abord fait une visite sur le terrain pour valider l'environnement et la propagation des signaux avec l'outil LoRaWAN et avec des gateways. On a bien validé ces informations-là. Après, on a repris l'étude théorique qui avait été faite sur plan, fait par la métropole, dans laquelle il y avait déployé des capteurs. On a comparé ces deux études, donc l'étude terrain et l'étude papier, ce qui nous a permis de constater une disparité. Et derrière, on a mené une dernière étude, qui est une étude prédictive, sur laquelle on a défini l'emplacement des nouveaux points hauts, des nouvelles gateways, et le repositionnement de ceux qui sont existants pour améliorer d'abord les seuils limites qu'on vient de voir dans le slide avant, et améliorer le positionnement et la pertinence de cette couverture. Les tableaux que vous avez sur cette présentation sortent de l'outil HTZ Communicator. Donc, ce sont une cartographie du territoire avec une différente granularité, mais on retrouve ça sur tous les appareils ou toutes les applications qui permettent de faire des têtes de couverture, que ce soit du Wi-Fi ou de la radio. Et après, on a les valeurs de chaque capteur où on va retrouver les différents niveaux qu'on vient de voir sur la présentation d'avant. Passe sur le suivant. Et ça serait bien de pouvoir exprimer ce dernier point en 2 petites minutes, si possible, voilà, même si c'est un sujet qui est assez dense et alors celui-ci, oui, intéressant. Bon, on va essayer de le faire sur le seul slide, on va sur celui d'après. Voilà, on va essayer de tout faire sur celui-ci. Donc, le label R2S a été créé par 2 entités, Assertivea, qui est l'organisme qui permet de valider l'infrastructure et le label, et la SBA Alliance, la Smart Business Alliance, qui a participé à la conception de ce label. Ce label, c'est un outil qui permet de mettre en place les prérequis conditionnels de la connectivité d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'au sein d'un bâtiment, on veut créer une plateforme de services multi-technologie et multi-organisationnelle qui va bénéficier à l'utilisateur, à l'exploitant et au promoteur. Ça s'appuie sur différents prérequis qui sont l'adduction du bâtiment, donc la connectivité à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, l'architecture réseau qui va être déployée dans ce bâtiment, les équipements et les interfaces qui vont permettre de dialoguer avec ces équipements, la sécurité de ces équipements, la phase de management des équipements et la phase servicielle qui va être quels sont les services qu'on va être capable de porter sur cet équipement. Donc, c'est toute cette partie-là qui est importante et c'est le socle. Donc, R2S, c'est le socle d'une labellisation qu'on voit dans la marguerite qui est tout en haut de la présentation. On voit qu'il y a énormément de modules qui vont être développés autour. Donc, il y a 3 modules que je vais vous présenter rapidement, enfin 2. On passe au slide suivant. Donc, le premier module qui vient d'être connecté ou qui vient d'être réalisé et mis en utilisation sur le R2S s'appelle le R2S Connect. C'est une brique qui va permettre d'améliorer la notion de service, donc la partie servicielle et la partie interfaçage entre les applications existantes. Donc, c'est rendre
une solution interopérable entre les applications et les services qui sont de nature hétérogène au sein d'un bâtiment. Donc, on va les rendre interopérables pour faire que tous les bâtiments soient capables de dialoguer entre eux avec, je dirais, en évitant d'utiliser les outils digitaux qui sont imposés par les constructeurs. Si on prend un constructeur de contrôle d'accès ou de climatisation ou de gestion de l'énergie, chacun a son operating system, on va dire. Donc, l'idée, c'est de trouver un module qui va permettre de faire de la translation entre les API et les SDK et faire qu'il y a une seule interactivité et un seul. Donc, c'est grosso modo, on peut dire, c'est un guide de bonne pratique qui permet de définir en matière d'interfaçage de programmation, donc en matière d'API, des standards internationaux qui vont permettre de dialoguer entre ces différentes briques et rendre le bâtiment surtout comment dire, évolutif dans le temps, c'est-à-dire que ce bâtiment, il va avoir la capacité d'évoluer avec un minimum d'impact sur les équipements et sur ses infrastructures de communication. Et le deuxième module, c'est celui d'après. Vas-y. Qui sera lancé la semaine prochaine, c'est le R2S for Grid. Donc, c'est celui qui est dédié à l'énergie. Donc là, c'est réellement la gestion de l'énergie au sein du bâtiment. Donc, c'est un module qui va permettre de faire de l'information et de l'aide à la décision. Donc, c'est un dashboard énergétique dans lequel on va retrouver les différentes informations. Pour l'électricité, ça peut être les tarifs du fournisseur d'électricité. Donc, ça, c'est la partie information. Ça peut être la notion des économies positives et ça peut être la partie contribution active, donc l'optimisation multi-énergétique. Ça passe par, pareil, différents steps. La communication qui permet de rendre le bâtiment capable d'être communicant et de remonter cet ensemble des informations. Donc, ça va être la communication, c'est une brique qui vient s'interfacer avec le R2S Connect et avec la partie API. Ça peut être les données, mais là, on retrouve l'objectif, c'est de différencier les données qui sont au bâtiment, de les qualifier et de les restituer à un utilisateur. Donc là, on va retrouver la notion d'électricité et de puissance électrique ou de consommation d'eau. Ça va être la partie puissance énergétique. Donc là, les performances énergétiques, c'est l'optimisation et la garantie du niveau au sein du bâtiment. Donc en termes d'objectifs de consommation, en termes de puissance souscrite. Donc ça va permettre à un exploitant de bien dimensionner ce qu'il a besoin de fournir au sein du bâtiment. Bon, la partie servicielle, c'est tout ce qui est service au sein du bâtiment. Et la partie management responsable de l'énergie, c'est là où on va piloter la consommation de l'énergie. Donc là, c'est plutôt le promoteur ou l'exploitant du bâtiment qui va lui avoir la possibilité de sensibiliser l'utilisateur et de rendre une autoconsommation à ces différentes entités. Voilà, c'est un petit peu le. Bon, après, il y a énormément de briques qui sont rajoutées autour, mais rapidement, voilà un petit peu ce qu'il fait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une labellisation qui arrive sur le marché qui permet de piloter un bâtiment. Et dans cette labellisation, on a une brique ou un cadre de service qui est dédié à l'énergie, qui va nous permettre de piloter cette énergie et de rendre ce bâtiment intelligent en termes de gestion de l'énergie. Je pense qu'on est au bout. Super, ouais, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci, voilà, c'était très bien. On va terminer donc avec Yann Guillaumard qui va présenter donc de son côté retour d'expérience du côté de sa société Sensing Labs. Je vais partager la présentation. Guillaume, est-ce que tu m'entends bien? Oui, le son fonctionne avec quelques petits. Je vais peut-être m'arrêter la vidéo pour avoir plus de bande passante sur le son. Oui, est-ce que la présentation est en ligne? Est-ce que ça fonctionne? C'est bon, je peux commencer? Oui, c'est bon. Merci Yann, oui. Très bien. Très bien. Bon, merci. Bonjour à tous. Donc, très content de participer à cette présentation. Moi, je vais vous proposer l'approche des fabricants de compteurs, de capteurs, pardon. Et je pense que c'est intéressant que ça se positionne en dernier, même si du coup le temps peut-être est un peu plus compté, mais parce que ça permettra de faire le pont entre les deux
présentation précédente. Et content aussi parce que c'était quand même dans l'ADN de la société de Sensing Labs que, à notre niveau, essayer d'apporter une pierre dans le combat sur la réduction des émissions carbone. Voilà, donc je vais rapidement présenter Sensing Labs, mais le plus rapidement possible pour un peu contextualiser la chose. Donc on est une jeune société, on a 5 ans, on est une douzaine de personnes basé à Montpellier et effectivement notre savoir-faire c'est tout ce qui est design et commercialisation de capteurs longue portée, basse consommation. Et donc pour faire le lien avec la présentation précédente de Philippe, on est surtout spécialisé dans les technologies LoRa, donc je reviendrai par la suite, mais ce qu'il faut retenir c'est que donc on adresse des marchés B2B pour lesquels les besoins, il y a des besoins qui, en termes de durée de vie des capteurs, se mesurent entre 5 et 15 ans. La contrepartie, c'est que le cas d'usage ne nécessite pas plus que quelques octets ou quelques kilooctets envoyés chaque jour par le capteur. Voilà. Donc nous, nos capteurs vont récupérer ces données, les processer et les mettre ensuite à disposition sur le cloud ou sur une base de données de nos clients. Donc, si on regarde le slide suivant, ça se traduit par une gamme de capteurs, bien sûr, donc des capteurs indoor, outdoor, qui vont pouvoir, on le verra dans le slide suivant, être lus soit par des réseaux opérés, et là, soit par des réseaux opérés, soit par des gateways qui vont être mis en local. Donc ça va permettre en fait de s'adapter, d'adapter l'architecture de collecte aux besoins. Donc on va pouvoir s'appuyer sur les opérateurs des réseaux IoT. Donc en France, je fais référence à Orange, à Objet News. Mais on a aussi la possibilité de bâtir un réseau privé. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir entre un réseau privé avec la propre gateway versus un réseau opéré? Ça peut être le fait que en indoor, le réseau opéré n'aura peut-être pas le bon niveau, le niveau suffisant de pénétration, et donc on va préférer bâtir son propre réseau pour être sûr de la robustesse du réseau. Ça peut être aussi des considérations économiques qui vont faire dire que finalement, si j'ai beaucoup de capteurs sur un même bâtiment, je vais préférer les collecter moi-même sur ma gateway plutôt que de payer N fois l'abonnement aux opérateurs. Et juste pour terminer sur l'architecture, on a aussi une extension possible Modbus qui va permettre en fait de se rattacher à une gestion technique du bâtiment déjà en place et donc d'offrir ce lien LoRa sur cette GTB et faire en sorte en fait que cette GTB voit tous ces capteurs LoRa comme si c'était en fait des capteurs Modbus. Voilà. Après ça va sur le cloud, ça passe par les opérateurs, mais in fine on restitue des données qui ont été décryptées, décomprimées dans un format standard, et c'est nos clients qui ensuite exploitent ces données pour créer du service auprès des clients finaux qui sont souvent des gestionnaires de bâtiments. Voilà, slide suivant. Voilà, et donc, puisqu'un de nos marchés principaux, c'est fournir des capteurs qui permettent de donner des données pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments, voilà, on a une gamme qui s'oriente surtout sur ces problématiques-là, donc capteurs qui vont être en capacité de remonter les consommations de consommation d'électricité, de gaz et d'eau, capteurs de température, d'humidité, capteurs de présence et aussi de passage pour savoir un peu comment se passe l'activité en termes de présence des personnes dans le bâtiment. Et on a même des capteurs qui font 4 en 1, c'est-à-dire qui vont permettre sur une même base de capteurs de pouvoir tracer la température, l'humidité, la présence et même la lumière. Voilà, et si on continue.
si on continue, voilà, et très rapidement, donc comme je le disais, en fait, on adresse les marchés pour lesquels les solutions IoT sont en capacité de réduire l'empreinte carbone. Donc, ça va se traduire par de l'efficacité énergétique, et c'est à ce titre-là que voilà, des clients comme Dalkia, mais des facility managers, d'une façon générale, utilisent nos produits. Mais on est présent aussi dans d'autres domaines, l'agriculture de précision, où nos solutions vont permettre finalement de mieux irriguer. Donc, on travaille avec la Société du Canal de Provence pour mieux irriguer, moins consommer d'eau. Et voilà. Et d'une façon générale, soit jouer sur la consommation énergétique du bâtiment qui est équipé, soit jouer sur les non-déplacements que les données vont permettre. Voilà. Donc, on peut passer, et ça, on peut passer également, pour en venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc là, je fais le lien parce que c'était intéressant, le lien avec la première présentation de Caroline, fort je dirais, de ce mantra qui était de combattre la réduction des émissions de carbone. Eh bien, on a essayé de jouer sur la maximisation de l'impact évité, donc faire en sorte que nos capteurs puissent minimiser au maximum l'impact carbone, et dans le même temps minimiser l'impact même du service numérique du capteur. Donc, je vais adresser chacun des 2 points. Donc, le premier qui est la façon dont on peut maximiser l'impact évité, qui est l'objet du slide suivant. Voilà, donc quand on parle d'efficacité énergétique, l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est apporter l'énergie, donc du chauffage, de la climatisation, au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon. C'est facile à dire, mais au bon endroit, ça veut dire que essayer de chauffer là où il y a des personnes, au bon moment, chauffer là où il y a des personnes, mais lorsqu'elles sont présentes, et de la bonne façon, c'est dans les bons intervalles de température, d'hygrométrie, etc. Et ça, on comprend bien que fondamentalement, donc il y a l'efficacité énergétique passive, mais là on parle d'efficacité énergétique active, et là on comprend bien tout le rôle que peuvent jouer des capteurs dans cette recherche de l'efficacité énergétique, d'apporter l'énergie au bon endroit, au bon moment, et de la bonne façon. Voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, alors nous, d'autres confrères, déployons des capteurs qui sont à même de tracer de façon très très fine l'ensemble des consommations énergétiques, mais que l'on va pouvoir croiser ensuite avec je dirais la façon dont un bâtiment est chauffé, donc suivre les cours de température, suivre aussi le confort au travers des coupes température hygrométrie, tracer bien sûr les présences des personnes. On a des capteurs de lumière qui permettent en fait aussi de différencier de la lumière artificielle versus de la lumière naturelle, enfin naturelle versus artificielle. Et en croisant l'ensemble de ces données, eh ben, on va très rapidement pouvoir identifier finalement les déviations par rapport à cette doctrine de chauffer au bon endroit au bon moment, de façon à avoir de l'efficacité énergétique. Et c'est les données qui remontent, en fait, on peut les tracer. Enfin, il y a 3 gros axes. Le premier, en général, quand un bâtiment est équipé et dans les premières semaines, le premier, c'est tout de suite, on va pouvoir remonter une grosse anomalie. Donc 1 ou 2, alors 0, 1 ou 2. La grosse anomalie, ça veut dire une zone qui surconsomme pour un problème technique, pour un mauvais paramétrage. Donc ça, c'est en général très rapidement identifié, mais ça peut ça peut être 10% d'une consommation de certains sites, l'identification de ces grosses anomalies. Ensuite, le second niveau, c'est une foultitude de petites anomalies, ou plutôt de mauvais réglages, on va dire, mauvais réglages de la GTB, ou mauvais réglages
du système de chauffage ou du froid. Là, typiquement, on va identifier des cycles de chauffage qui démarrent trop tôt ou qui s'arrêtent trop tard. La même chose pour l'air conditionné. Et là encore, c'est 10% de la consommation globale. Je parle de façon moyenne et simplifié bien sûr, mais c'est des ratios moyens qu'on retrouve assez souvent. Donc 10% de la facture énergétique qu'on va pouvoir aller chercher grâce à la suppression de ces mauvais réglages, on va dire. Et puis le troisième axe qui est un peu moins exploité, mais quand même qui est intéressant, c'est un retour d'information vers les occupants. Donc mieux impliquer les occupants pour que eux-mêmes modifient leur comportement de consommateur. Ça va dépendre du niveau effectivement je dirais d'automatisation du bâtiment, mais voilà, tous ces réflexes de débrancher, de couper le radiateur si on n'est pas sur un système automatisé. Voilà, il y a un certain nombre de sociétés qui aujourd'hui commencent à utiliser ces données pour les réinjecter dans des applis. Alors, on a souvent à l'entrée des bâtiments des écrans qui veulent sensibiliser, mais voilà, on peut aller beaucoup plus loin, on peut cibler, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir sa propre appli et comprendre elle-même comment elle peut interagir dans son comportement de consommateur. Et là encore, il y a des économies du même ordre de grandeur que celles que j'ai citées précédemment qui peuvent être allées chercher. Et donc voilà, on est dans des ratios qui peuvent atteindre 30%. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est une moyenne, ou 30%, c'est quand même peut-être déjà un cas un peu parmi les plus grands, mais voilà, les capteurs aujourd'hui vont permettre de remonter des données qui, au travers de ces trois axes-là, vont permettre de réduire fortement la consommation. Alors j'atténuerai mon propos en disant que on est souvent sur je dirais, sur des solutions qui sont en fait des solutions de rétrofit par rapport à un existant, et la complexité ou les freins, ça peut être la façon dont ces solutions vont interagir, vont avoir une boucle de retour par rapport au système en place pour réellement rentrer dans une boucle vertueuse. Voilà. Parce qu'on a parfois des systèmes qui sont dissociés des gestions techniques du bâtiment qui assurent le contrôle commande. Et puis, donc ça, c'est l'efficacité énergétique. Est-ce qu'il serait possible de conclure là en une petite minute là, sur la fin de cette présentation? D'accord, donc il faut que j'aille très vite alors. Très bien. Donc, Deux minutes. Merci. Et l'étape d'après, eh bien, c'est finalement de tracer l'activité du bâtiment de façon finalement à réduire les mètres carrés, parce que c'est en réduisant les mètres carrés qu'on va être encore plus efficace sur la facture énergétique. Voilà. Donc ça c'est la partie. Maximisation de l'impact évité. Donc, je vais essayer de faire très vite sur la partie de la minimisation de l'empreinte carbone de nos capteurs. Donc, c'est le slide qui suit. Et là, voilà le slide qui suit. Le suivant encore. Voilà. Et là, l'idée, donc, c'est d'essayer de réduire au maximum l'empreinte carbone du capteur. Alors, c'est une fabrication en France parce que aujourd'hui, notre marché, il est quand même centré sur la France. C'est l'utilisation de technologies de type LoRa dont on a parlé précédemment qui vont permettre d'avoir des durées de vie sur batterie de 10 ans et donc d'avoir in fine quand même une empreinte carbone à l'année du capteur qui est extrêmement faible. Et puis, le point important, c'est aussi de mettre de l'intelligence au niveau du capteur. Donc, on appelle ça edge computing, assez rapidement de l'intelligence artificielle
Ça permet je dirais, de maximiser, de rendre le plus intelligent possible l'octet qui va être envoyé, de pas envoyer des octets bêtes qui vont avoir une empreinte carbone et donc envoyer de l'octet utile. Et ça passe par de l'intelligence embarquée au niveau des sensors au travers de l'edge computing qui est embarqué. Voilà, donc version accélérée hein, sur cette partie, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la frugalité numérique que l'on essaie d'aller chercher sur les capteurs. Voilà, je m'arrête là alors. Ok, super. Ben oui, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai pas l'impression. Bon, de toute façon, n'hésitez pas à contacter les intervenants si vous avez encore des questions ou des sujets voilà, qui vous semblent importants. Vous pouvez également me contacter. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange, enfin à cette conférence. Merci beaucoup pour la qualité des interventions. Et puis, à très bientôt. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Voilà, je suis obligé de laisser le canal pour les autres animations là, qui prennent la suite dans cette journée Green IT Day. Voilà, merci, au revoir. Merci aux participants. Merci. Au revoir.